Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Notre jeunesse est en danger de Christophe Dzuriot, avec la collaboration d'Astrid Monet. Lu par Julien Tiphaine. Avant-propos. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Cette citation de l'écrivain Georges Bernanos reflète mon inquiétude, celle de voir une jeunesse française affaiblie, triste et anxieuse, des jeunes n'arrivant plus à se projeter dans leur futur et les conséquences que cela aurait sur toute la société. Ma position particulière de médecin, neurologue et épidémiologiste, réalisant des études scientifiques sur plusieurs milliers d'étudiants à Bordeaux depuis une quinzaine d'années, m'a donné un poste d'observation unique. J'ai également eu des fonctions de terrain en tant que directeur scientifique du service de santé étudiant et comme référent Covid de l'université au moment de la pandémie de Covid-19. La santé mentale des jeunes adultes est un sujet préoccupant qui, pour beaucoup de personnes, est apparu au moment de ladite pandémie de Covid-19. Mais il serait faux de réduire la santé mentale à cette crise sanitaire. Bien avant la pandémie, les études internationales montraient que près d'un tiers des étudiants déclaraient un trouble psychiatrique. Malheureusement, la situation s'est aggravée depuis. Lorsqu'on m'a proposé d'écrire un livre sur la santé mentale des étudiants, j'y ai réfléchi pendant plusieurs semaines. Mon hésitation principale était celle du manque de temps. Bien que ma carrière professionnelle touche à sa fin, je reste impliqué dans des projets de recherche et j'ai des responsabilités administratives et d'enseignement. L'impression de courir en permanence d'une réunion à une autre, d'une réflexion à une autre, fait partie de ma vie, et je ne m'en plains pas. Mais je sais d'expérience que vouloir insérer la moindre activité nouvelle dans mon emploi du temps est toujours compliqué. D'autant plus qu'il s'agissait là d'écrire un livre destiné à un public plus large que celui des chercheurs auxquels je m'adresse habituellement. Un défi considérable. Cependant, plusieurs choses m'ont décidé à me lancer. Tout d'abord, ce livre me donne la possibilité de témoigner de l'état de la santé mentale des jeunes adultes, de son inquiétante évolution. Il me permet ainsi de continuer à alerter les pouvoirs publics sur ce problème de santé publique. Enfin, il est une façon de rendre justice à notre jeunesse, que je souhaite remercier publiquement et collectivement. Nos jeunes ont eu un comportement d'une grande maturité au moment de la pandémie. Ils ont fait preuve d'endurance et de solidarité. Or, nos hommes et femmes politiques n'ont pas du tout reconnu l'épreuve à laquelle notre jeunesse était confrontée et le courage qu'elle a dû rassembler pour y faire face. Ma formation médicale a ancré en moi l'importance de l'expérience individuelle. Chaque patient a son histoire, son vécu de la maladie, et le rôle du médecin est de tenter de comprendre chacune des singularités qui se présentent à lui. Comme épidémiologiste, mon objet d'étude est la santé des groupes, des populations. L'épidémiologie et la santé des populations offrent une perspective différente, plus globale, du sujet de la santé mentale des jeunes. Elle permet de situer les déterminants de la santé mentale et de comprendre que certains, importants, ne relèvent pas de l'individu mais de son milieu, ce qui entraîne des conséquences importantes quant à la prévention. Le mot épidémiologie évoque pour le plus grand nombre l'étude des épidémies, ce qui est exact. On a d'ailleurs vu au moment de la pandémie de Covid-19 une croissance accélérée du nombre d'épidémiologistes en France, certains s'attribuant l'étiquette d'épidémiologiste sans en avoir la formation ni l'expérience et faisant étalage publiquement de leur incompétence. Mais l'épidémiologie permet d'avoir d'autres ambitions. En analysant la santé mentale de toute la population, malade comme bien portant, elle permet d'estimer le nombre de ceux qui sont malades mais n'ont pas eu de contact avec le système de santé. L'épidémiologie permet de voir la partie immergée de l'iceberg. On peut ainsi mesurer le problème dans sa globalité, observer quels sont les efforts à fournir pour identifier les personnes à risque élevé de maladie mentale et éviter, par des stratégies de prévention, qu'elles basculent dans le stade de maladie avérée. Les études récentes, y compris les nôtres, montrent la persistance de niveaux élevés de dépression, d'anxiété et de comportements suicidaires chez les étudiants. Face à ce constat dramatique,
Les premiers mots qui me viennent à l'esprit sont ceux de Spinoza. Ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre. Il s'applique très bien au sujet de la santé mentale chez les jeunes. Je m'explique. Ne pas rire, c'est ne pas prendre à la légère ce problème, ne pas le négliger en pensant qu'il va passer tout seul. Mais c'est aussi ne pas étiqueter, ne pas stigmatiser ces générations, par exemple en les considérant comme des générations fragiles. Ne pas pleurer, c'est éviter la dramatisation, le pathos. C'est ne pas considérer les jeunes comme des victimes. Ne pas rire, ne pas pleurer, c'est quand ce cadre universitaire m'a demandé « Mais tu ne crois pas qu'au fond tout ça c'est une mode, que les jeunes lisent partout que leur santé mentale est mauvaise et que, donc, quand tu leur poses la question dans tes études, c'est ce qu'ils te répondent ?» Comprendre, c'est tout d'abord essayer d'avoir la vision la plus exacte possible de la réalité du paysage de la santé mentale chez les jeunes. Une proportion d'entre eux est suffisamment atteinte pour nécessiter une prise en charge par des professionnels de santé mentale, et tout le défi est de pouvoir les aider à s'identifier et à aller chercher cette aide. Cela pose la question de l'offre de soins et du mauvais état du système de santé en psychiatrie. Les chiffres que nous produisons permettent d'alerter les politiques sur ces insuffisances et le risque collectif que cela nous fait prendre. Pour vous accompagner, vous aussi, dans la compréhension de cette situation, j'ai commencé dans le premier chapitre par définir les principales maladies mentales et leur fréquence. Ensuite, dans le deuxième chapitre, je reviens sur la pandémie de Covid-19. J'explique que nous avons anticipé le fait que les confinements auraient des conséquences sur la santé mentale, tout particulièrement chez les jeunes adultes. Nous avons étudié l'ampleur de ce phénomène et ses causes. Dans le troisième chapitre, j'aborde le thème des malentendus qui alimentent des controverses masquant la réalité. Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, j'esquisse une description des moyens à mettre en œuvre afin d'apporter des solutions pour améliorer la santé mentale des jeunes et éviter, pour certains, l'évolution vers des maladies avérées. J'ai voulu raconter ce que sont les études épidémiologiques en population, leur utilité et la façon dont on les réalise. Mon but est de témoigner d'une science en marche, montrer sa construction presque en temps réel, en prenant comme exemple les études dont je suis responsable à l'Université de Bordeaux. La recherche est un travail d'équipe. J'ai écrit ce livre à la première personne, mais il est la résonance d'une aventure collective. Je dédie donc ces lignes à l'équipe extraordinaire qui m'a accompagné pendant toutes ces années. Nous avons vécu cette aventure parfois difficile, mais exaltante, de création d'études scientifiques dans lesquelles nous avons réussi à gagner la confiance de milliers d'étudiants. Je voudrais aussi remercier tous les étudiants et toutes les étudiantes qui ont accepté, et acceptent encore, de nous confier des informations précieuses et intimes sur leur santé mentale. Ils nous aident à mieux mesurer ce problème à l'échelle de la population et à en comprendre les déterminants pour le bénéfice de tous. Vous retrouverez certains de leurs témoignages, que j'ai anonymisés, dans ce livre. Œuvrer collectivement pour une meilleure santé mentale des jeunes est indispensable pour leur bien-être et leur succès académique. Mais c'est aussi un investissement dans la santé globale de la société pour renforcer le lien de confiance entre les générations et permettre une meilleure cohésion sociale afin de pouvoir affronter ensemble les crises à venir. Chapitre 1. Le bien-être et la santé mentale des jeunes, de quoi parle-t-on? Le bien-être n'a jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui. Il suffit de constater combien nous sommes abreuvés de publicité pour les Thalasso, les livres de développement personnel, sans parler de la nouvelle tendance des coachs de vie. Mais quel rapport existe-t-il entre bien-être et santé mentale? Être en bonne santé mentale, se sentir bien, est-ce simplement ne pas être malade? L'OMS a proposé une définition plus large de la santé mentale comme état de bien-être qui permet à chacun de faire face aux difficultés de la vie, de réaliser son potentiel, d'étudier et de travailler avec succès et d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale est une composante intégrale de la santé et du bien-être, et elle est plus que l'absence de maladie mentale.
On peut discuter du parfum productiviste de cette définition, mais quoi qu'il en soit, elle comporte un premier risque: détourner l'attention des maladies psychiatriques au bénéfice du bien-être. En discutant avec des collègues psychiatres, j'ai pu constater à quel point ils sont, à juste titre, préoccupés par cela. Notre système de soins en psychiatrie est au bord du gouffre. Les files d'attente s'allongent au-delà de ce qui est acceptable, y compris en pédopsychiatrie où il est essentiel de prendre rapidement en charge les patients. Quand j'ai appris que le Premier ministre avait annoncé que la santé mentale serait la grande cause nationale en 2025, je m'en suis réjoui comme tous les professionnels de santé. Mais nous avons rapidement compris qu'il n'y aurait aucun moyen supplémentaire, et s'arrêter aux effets d'annonce peut aggraver le ressentiment dans une telle situation de crise. Observer la santé mentale par le prisme du bien-être fonctionne, car elle s'adresse ainsi à tous sous la forme du développement personnel, avec ses limites. Je ne voudrais pas paraître trop facilement critique. Vouloir se sentir mieux, améliorer son rapport au monde au sens général, est un but louable. Mais tous ces conseils, ces livres innombrables qui prescrivent la bonne façon de faire ou d'être, laissent croire que les solutions viennent de vous. Ils présentent une vision biaisée du problème, centrée sur l'individu et ignorant les facteurs extérieurs qui ont pourtant une importance majeure à l'échelle individuelle et globale, celle de la population. Comment ne pas intégrer la maltraitance ou la négligence dans l'enfance, les questions de violence dans la famille ou le milieu de vie, la pauvreté et les problèmes économiques? Pour un spécialiste de la santé des populations, cette vision centrée uniquement sur l'individu est problématique. Et ce livre est l'occasion pour moi de rappeler l'importance de ce qui environne l'individu, aussi bien dans la survenue de ses difficultés que dans la recherche de solutions pour les surmonter. Malgré ce risque de mauvaise interprétation, la définition de la santé mentale proposée par l'OMS a un immense mérite, celui de ne pas ériger de frontières entre le bien-être d'un individu et le risque qu'il a de développer des maladies psychiques. Car il ne s'agit pas de deux catégories étanches, bien au contraire. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a souvent un continuum entre le bien-être et la maladie mentale avérée. Des facteurs de stress importants, un manque de soutien social, un passé personnel ou familial de troubles psychiatriques peuvent fragiliser l'équilibre psychique d'un individu et le rendre plus vulnérable au développement d'une pathologie mentale. Inversement, une bonne santé mentale, grâce à une bonne estime de soi, des relations sociales épanouissantes et une capacité à faire face au stress, peut agir comme un facteur de protection contre l'apparition de ces maladies. Comprendre cette interconnexion est essentiel pour développer des stratégies de prévention et d'intervention efficaces en matière de santé mentale. Se contenter de prendre en charge les personnes victimes de maladies psychiques, c'est laisser toute une population déjà en souffrance en dehors des radars, au risque de permettre à des formes graves de pathologie de se développer et de devoir les prendre en charge tardivement dans un système de santé à bout de souffle. Je souhaite donc aborder également dans ce livre la question de la prévention de la santé mentale. Les principaux problèmes de santé mentale dans la population des jeunes adultes: stress, anxiété et dépression. Le stress, l'anxiété et la dépression sont les problèmes de santé mentale les plus fréquents chez les étudiants. Stress et anxiété sont souvent confondus et utilisés indifféremment dans le langage courant. Même s'ils sont très liés, il est important de comprendre leurs caractéristiques propres et leurs mécanismes. Le stress. Une réaction normale qui peut déraper. Quand on interroge des étudiants sur leur bien-être mental, le mot « stress » revient presque systématiquement. Et pour cause. La vie étudiante, avec ses exigences et ses incertitudes, est un terrain fertile pour ce type de réaction. Mais, au fond, qu'est-ce que le stress? Les mécanismes du stress. Le stress est une réaction normale du corps à une situation perçue comme menaçante par le cerveau. Cette réaction est principalement orchestrée par une structure cérébrale appelée l'amygdale, impliquée dans le traitement des émotions, notamment la peur, et qui joue le rôle de système d'alarme. Elle alerte l'hypothalamus,
qui déclenche alors une cascade de réactions physiologiques. Le cœur bat plus vite, la pression artérielle augmente, la respiration s'accélère, les muscles se contractent. Ce mécanisme, connu sous le nom de réponse au stress, mobilise tout l'organisme pour faire face au danger. Deux hormones, l'adrénaline et le cortisol, souvent qualifiées d'hormones du stress, jouent un rôle clé dans cette réaction. L'adrénaline provoque une réaction rapide en donnant un coup de boost pour réagir immédiatement. Fuir ou se battre. Fight or flight en anglais. Comme à l'époque où un danger venait souvent d'un ennemi ou d'un prédateur. Le cortisol, lui, est libéré plus lentement et aide le corps à rester en alerte plus longtemps en mobilisant les réserves d'énergie. En résumé, le stress est une réaction aiguë et ponctuelle qui prépare à l'action. Une fois la situation passée, le corps revient normalement à son état d'équilibre. Le stress est donc un mécanisme adaptatif permettant une mobilisation rapide des ressources de l'organisme face à un danger imminent. Quand le stress devient un problème. Tous les individus ne réagissent pas de la même manière au stress. Il s'agit finalement d'une expérience très individuelle, car une situation anodine pour l'un peut être angoissante pour l'autre, et vice-versa. Les causes de stress sont multiples et varient selon les individus. Quand le stress devient constant ou mal géré, il peut entraîner des effets néfastes sur la santé mentale. À force, le cerveau et le corps restent en alerte, même en l'absence de danger. C'est cette activation chronique qui peut mener à l'épuisement psychique et ouvrir la porte à des troubles anxieux ou se transformer en dépression. Pendant les derniers gros partiels, j'avais du mal à dormir, je ruminais. À force, j'étais vidé, j'avais du mal à sortir de mon lit et je n'arrivais plus à travailler ni à rien faire. Sarah, 22 ans, en master. Stress et vie étudiante. La période des études. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.